Sonia Pujazon, je suis psychologue et formatrice. J'arrive tout droit de Grenoble. Pour certains d'entre vous, il me semble que je vous connais, j'ai dû vous croiser, je vois des oui, voilà. Même avec les masques, j'arrive quand même à reconnaître des têtes connues. La théorie de l'attachement est arrivée dans ma vie en 2012. Ça s'est imposé parce que je pense que c'est une théorie incontournable quand on fait de la clinique. Puis en 2014-2015, je me suis carrément formée au diplôme universitaire sur Paris avec les Guédenay. Je ne sais pas si vous connaissez Antoine et Nicole Guédenay. Donc ce sont vraiment les deux Français qui ont permis d'amener, de développer et vraiment de transmettre la théorie de l'attachement en France. Donc si cela vous intéresse, il y a un diplôme universitaire qui existe à Paris Diderot et qui est donc dirigé par Nicole et Antoine Guédenay. Pour vous situer un petit peu ma pratique, j'ai 3 piliers, moi, dans mon activité. Donc, un cabinet sur Mélan, près de Grenoble, où je reçois principalement des adultes, quelques adolescents. La théorie de l'attachement est tous les jours, dans tous les recoins de ma pratique clinique et de ma réflexion. Mon deuxième pilier, c'est la supervision d'équipe. J'interviens auprès de professionnels de la petite enfance, et notamment à la pouponnière de la Tronche, où il est question du placement en urgence d'enfants qui ont été retirés à leurs parents. Mon troisième pilier, c'est la formation. Je fais de la formation depuis une vingtaine d'années auprès de professionnels de la petite enfance. Et puis depuis 5-6 ans, j'ai créé des formations sur le soin relationnel donné à l'enfant placé par la justice. Voilà, donc ça devient petit à petit vraiment très marqué quand même dans mon activité. Alors cette conférence sur la théorie de l'attachement, j'ai fait au plus condensé. Ça reste néanmoins un peu frustrant parce que chaque thème pourrait être approfondi, creusé, développé. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas la théorie de l'attachement, vous allez trouver ça certainement assez complet. Pour ceux qui ont quelques petites notions, vous allez peut-être trouver ça un petit peu superficiel, pas parce que manque de temps, forcément, si on a envie de balayer la théorie de l'attachement dans sa globalité. Un petit code couleur. J'ai voulu créer un petit code couleur ici, que vous retrouvez en fond. Ce PowerPoint est divisé en quatre parties. On va commencer par le rose clair, enfin le rose un peu violet en haut à droite, et puis on va descendre dans le tour, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça vous aidera certainement à vous repérer par rapport au déroulé, et on finira sur l'aspect historique et expérimental. Alors, déjà on peut regarder le titre. Le lien d'attachement, un lien vital. Ben, rien qu'avec ce terme-là, on comprend tout de suite que le lien d'attachement, c'est une question de survie pour l'enfant, pour l'espèce. L'enfant est programmé. Nous, les humains, nous sommes programmés pour dérouler des comportements qui vont avoir comme objectif la survie physique, physiologique, psychique, émotionnel, faire émerger un individu. Ce lien d'attachement, il se construit, il n'est pas donné à la naissance. C'est sur la base des relations quotidiennes que le lien d'attachement va se construire. Et qu'il va prendre d'ailleurs une teinte particulière. Il a une définition, le lien d'attachement, on va la voir ensemble, c'est quelque chose de précis, de bien défini. John Bowlby disait, le lien d'attachement, c'est boire, manger, respirer, s'attacher, c'est vital. Si l'enfant n'a pas la possibilité de s'attacher à un autre humain, sa vie est en danger. Comme s'il pouvait manquer d'air, de nourriture, manquer de soins. Alan Soufre a pu formuler cette phrase, mais à mon avis, ce n'est pas le seul à l'avoir dit.
Avant qu'il y ait un soi, il y a une relation. C'est de cette relation que le soi émerge. C'est-à-dire que pour qu'un petit humain émerge, devienne un je, devienne une identité, eh bien, il a besoin de s'appuyer sur une relation, sur la relation à un autre humain. Et le lien d'attachement, c'est justement ce lien à cet autre humain sur lequel l'enfant va pouvoir s'appuyer. Je dis l'enfant, mais c'est le petit humain, parce que nous avons à l'intérieur de nous une histoire d'attachement. L'enfant s'appuie sur cette relation et à partir de cet appui, il va pouvoir lui-même émerger. Le bébé humain est programmé pour s'attacher. Grâce à ce lien, il va assurer sa survie. Lorsque les médecins ont pu observer les bébés en pouponnière en Roumanie, et même d'ailleurs pas seulement en Roumanie, en France également, il y a bien longtemps, eh bien, on observait qu'un enfant pouvait être nettoyé, langé, nourri, mais s'il n'avait pas sa dose de relation, eh bien, il pouvait mourir. Il pouvait se laisser mourir. En tout cas, il ne pouvait pas se développer. Son je n'émergeait pas. Le lien d'attachement, c'est une définition bien précise. L'attachement est un lien affectif durable d'un enfant envers un adulte qui en prend soin et qui se manifeste notamment par divers comportements permettant à l'enfant, en particulier dans les moments de peur et de détresse, de maintenir la proximité ou le contact avec cet adulte et ainsi obtenir le réconfort. Je vais la reprendre par petits bouts, cette définition qui est un peu longue. C'est un lien affectif durable. C'est-à-dire que le lien d'attachement, c'est un lien qui se construit dans le temps. On ne peut pas s'attacher à une personne que l'on croise. On ne peut pas s'attacher à une personne avec laquelle on va vivre de façon très occasionnelle. C'est un lien durable qui s'inscrit vraiment dans l'histoire d'un individu. C'est d'un enfant vers un adulte. Lorsque dans le vocabulaire habituel, on dit cette mère est très attachée à son enfant, cette mère, ce père est très attaché à son enfant, eh bien, on ne parle pas du lien d'attachement. Ça n'est pas le vocabulaire issu de la théorie de l'attachement. Dans le contexte de la théorie de l'attachement, c'est un attachement d'un enfant vers un adulte. L'adulte, il va mobiliser à l'intérieur de lui le caregiving. Mais on y reviendra tout à l'heure. Donc c'est d'un enfant vers un adulte. L'enfant est programmé pour dérouler un certain nombre de comportements pour construire ce lien en direction de cet adulte, de ces adultes qu'il aura choisis pour garantir sa survie. C'est un adulte qui prend soin. Donc on va voir que l'adulte doit répondre présent, doit donner des réponses au comportement d'attachement de l'enfant. Permettant à l'enfant, en particulier dans les moments de peur ou de détresse. La théorie de l'attachement, c'est vraiment la théorie de la gestion de la peur et de la détresse. C'est-à-dire que ce qu'on a découvert, c'est que nous, les humains, on ne peut pas rester dans un état émotionnel négatif trop longtemps. On n'est pas fait pour ça, on ne peut pas se développer. Le cerveau de l'enfant ne se développe pas s'il est dans un bain émotionnel négatif, c'est-à-dire des émotions désagréables comme la peur, la faim, la douleur, le doute, la solitude. On n'est pas fait, nous les humains, pour rester dans cette sphère d'émotions négatives. Nous avons à l'intérieur de nous tout le programme génétique, on pourrait dire comportemental, pour nous engager et nous appuyer dans la relation à un autre, dans cette régulation des émotions pour retrouver l'homéostasie et donc la stabilité émotionnelle.
C'est une question de survie. Donc la théorie de l'attachement, c'est vraiment la théorie de la régulation émotionnelle, celle qui va pouvoir permettre un fonctionnement optimum de l'individu. Maintenir la proximité ou le contact avec cet adulte. La proximité, c'est une des dimensions fondamentales de la réponse attendue par l'enfant, la proximité. Tous les comportements d'attachement visent à ramener l'adulte à lui. L'enfant est fait pour dérouler des comportements qui vont tisser un lien pour ramener cet individu, ces individus près de lui, pour garantir sa régulation émotionnelle, son sentiment de sécurité et son homéostasie. Et obtenir du réconfort, c'est justement un autre mot pour dire homéostasie. Retourner à un niveau d'émotion négative suffisamment basse pour pouvoir s'ouvrir au monde extérieur, s'ouvrir à la compréhension et à l'apprentissage. Le lien se crée car il se vit 9 mois, 4 étapes, il suit le développement de l'enfant. Alors, je ne vais pas pouvoir ce soir vous dérouler toutes les étapes. Ça serait un petit peu long. Néanmoins, je peux vous donner quelques repères. Le lien se crée car il se vit. Ça, c'est un fondamental de la théorie de l'attachement. C'est sur la base des expériences relationnelles quotidiennes, vécues. Si un parent biologique n'est pas présent dans les relations quotidiennes de l'enfant, le lien d'attachement ne se développera pas avec ces parents-là. C'est les personnes physiquement présentes, émotionnellement présentes, concernées par le devenir de l'enfant, qui va faire figure d'attachement et qui va soutenir la création de ce lien. C'est pour ça que dans la théorie de l'attachement, on ne va pas dire les parents, on va dire les figures d'attachement. C'est-à-dire les personnes qui sont là et qui répondent concrètement tous les jours, jour après jour, à cet enfant qui réclame quelque chose de spécifique. 9 mois. Le lien d'attachement met 9 mois à se créer. C'est-à-dire que dans les expérimentations qui sont faites dans ce contexte, c'est au 9e mois que l'on peut observer. Donc les enfants sont filmés. Je vous montrerai tout à l'heure 2 diapos sur ce dispositif expérimental. Les enfants sont filmés et on peut concrètement voir qu'ils ont des stratégies adaptatives, comme on dit, qui éclairent leur manière de rentrer en relation. Ils ont trouvé des moyens de rentrer en relation avec ces adultes choisis pour maintenir cette proximité, cette présence. Donc il faut 9 mois, 4 étapes. Alors au départ, de 0 à 3 mois, l'enfant n'a pas de figure d'attachement. Il envoie ses signaux, ses besoins. Alors les signaux, c'est quoi? Eh bien, c'est crier, pleurer, s'agiter, réclamer. Et puis au fur et à mesure de son développement, quand il a les moyens de prendre des objets ou de les jeter, ben voilà, c'est jeter l'objet qu'on lui ramène, rejeter l'objet qu'on lui ramène. Et puis petit à petit, il a la motricité. Un enfant qui s'engage dans un comportement d'attachement, eh bien, il va poursuivre, il va s'agripper, il va faire le ouistiti, il va monter sur son parent. Ça, ce sont des comportements d'attachement. Par contre, au départ, il a que sa voix, ses cris, pour se manifester. C'est son seul moyen d'envoyer ses signaux à qui voudra bien les recevoir. Alors bien évidemment, il a des préférences pour les visages connus, les odeurs connues, bien évidemment. Mais à ce stade-là de son développement, il ne se passerait pas grand-chose si ses parents disparaissaient et que le relais était pris par d'autres personnes qui s'engagent auprès de cet enfant.
Pendant 3 mois, donc, il va envoyer ses signaux, hein, ses pleurs, ses cris, il va réclamer la présence, il va en appeler à ce que son environnement réagisse à son égard. Et de 3 à 6 mois, il a vécu déjà un certain nombre de réponses. C'est toujours grosso modo les mêmes visages qui viennent à lui. C'est grosso modo toujours les mêmes personnes qui viennent à lui. Donc il y a une période où ça commence à se discriminer, comme on dit. C'est-à-dire qu'il envoie des signaux, mais maintenant il a quand même intégré que c'était telle personne ou telle autre qui allait répondre. Donc de 3 à 6 mois, il commence à s'attendre à quelqu'un de particulier. Mais néanmoins, c'est de 6 à 9 mois que le choix véritable se fait et s'assimile en fin de compte. Il met à l'intérieur de lui la certitude que c'est cette personne-là qui va répondre ou celle-là et que c'est de cette manière-là qu'elle va répondre. De 9 à 12 mois, là pour le coup, il y a des notions comme le partenariat émergent, la gestion des conflits, qui sont vraiment des dimensions relationnelles fondamentales pour favoriser je dirais, le dernier coup de pinceau de ce tissage de liens, de ce tissage de liens précoce. Le partenariat émergent, c'est la dimension relationnelle dans laquelle on va pouvoir regarder une même scène, soi et l'enfant, l'adulte et l'enfant. On regarde une même scène, mais on ne voit pas la même chose forcément. Par exemple, on prend une histoire, on prend des images. C'est l'âge où l'enfant il va pointer la coccinelle sur le champignon et puis le parent il va plutôt s'intéresser au hibou qui est perché dans l'arbre. Il va y avoir une espèce de discussion. J'imagine que vous voyez tout à fait de quoi je veux parler. Le partenariat émergent, c'est cette discussion qui s'installe sur nous sommes face à la même situation, mais nous ne voyons pas la même chose. Notre intérêt ne se porte pas forcément sur la même chose, donc nous ne vivons pas la même chose face à ce même événement. Ça, c'est la dimension du partenariat émergent. Et vivre au quotidien dans cette phase-là, hein, de 9-12 mois, et plus d'ailleurs, jusqu'aux 3 ans facilement, vivre des moments de partenariat émergent, c'est fondamental pour renforcer ce lien de l'enfant vis-à-vis de sa figure d'attachement. La gestion des conflits, c'est aussi une dimension relationnelle fondamentale à cet âge-là. C'est pouvoir ne pas être d'accord, ne pas voir les choses de la même manière, mais néanmoins réussir à avoir un certain partenariat pour pouvoir trouver des solutions ensemble, des solutions gagnant-gagnant. Gagnant entre l'enfant et la figure d'attachement. Cette étape-là, elle est aussi fondamentale pour que l'enfant puisse développer à l'intérieur de lui un sentiment de sécurité. Et ça, c'est un chapitre qu'on va développer, la gestion des conflits, hein, Marie-Annick, en janvier. On va faire un zoom sur la dimension spécifique de la gestion de conflits. Vous m'arrêtez hein, si je ne suis pas assez précise, si vous avez des questions. Vous n'hésitez pas à m'arrêter parce que je vois très peu de vos réactions en fait à cause des masques. Et d'habitude, j'attrape des expressions de visage pour dire vous avez une question, vous avez une remarque, ça vous pose un problème ou vous avez un doute. Et là, c'est un peu lisse tout ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous manifester, j'en serais ravie, vraiment. Alors on avance dans nos chapitres. Il va être question ici de la figure d'attachement, de la base de sécurité, de la balance attachement-exploration. On va voir que s'attacher, c'est bien, mais ça doit servir l'exploration. Et que c'est une question d'équilibre des deux systèmes. On va parler de caregiving sécurisant et de stratégie adaptative. Là, je vous lance ça un petit peu comme ça. Ce sont des termes
très spécifique à la théorie de l'attachement que vous allez forcément retrouver dans la littérature si vous poursuivez au-delà de cette conférence. Alors les figures d'attachement, c'est une autre façon de dire les personnes qui se sont engagées auprès de l'enfant pour prendre soin de lui. Et bébé, il se dit, mais il ne serait pas raisonnable que ma survie ne dépende que d'une seule personne. Il n'a pas qu'une seule figure d'attachement dans la vie, ça ne serait pas raisonnable, parce que si elle vient à disparaître, il en faut forcément plusieurs. Et il est fait pour ça, cet enfant. Alors, souvent, la figure d'attachement, je veux dire statistiquement, la figure d'attachement principale, la première, c'est la mère, parce que voilà, elle donne naissance à cet enfant, qu'elle va peut-être l'allaiter, elle va avoir le congé maternité plus que le père. Enfin voilà, statistiquement, je dirais qu'il y a plus de conditions favorables à ce que ce soit la mère qui soit la figure d'attachement principale. Néanmoins, c'est pas une obligation. C'est-à-dire que deviendra la figure principale, la figure d'attachement principale, la personne qui sera là le plus souvent auprès de l'enfant, qui se lèvera la nuit et qui aura une réponse la plus appropriée. Donc, ce n'est pas obligé que ce soit la mère. En général, la figure d'attachement secondaire, c'est le père. Mais comme je vous dis, on pourrait tout à fait inverser. Si c'est papa qui est à la maison, si c'est papa qui répond de façon plus fréquente et si c'est papa qui se lève la nuit de façon privilégiée, eh bien, il y a de grandes chances que ce soit papa qui devienne la figure d'attachement principale. Mais peu importe, elles sont hiérarchisées, mais elles ne sont pas plus importantes les unes des autres. C'est simplement que le bébé, lui, il fait des statistiques. Il fait des petits coches, vous voyez. Combien de fois elle a répondu? 1, 2, 3, je fais une petite barre. Et combien de fois elle a répondu? Hop, 5 barres. Et il fait des stats, en fin de compte. Et lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir avoir suffisamment de personnes autour de lui qui lui répondent et qui maintiennent la proximité pour répondre à ses besoins de régulation émotionnelle, notamment. C'est le principal. Donc, il y a maman, papa, nounou, il peut y avoir mamie, papi, tata, tati, bon bref. Peu importe, les figures d'attachement sont les personnes qui, concrètement, au quotidien, de façon durable et de façon émotionnellement significative, vont répondre à cet enfant. C'est ça, les figures d'attachement. Alors, la figure d'attachement va répondre, elle est engagée durablement, elle est non interchangeable. On ne peut pas changer de figure d'attachement comme ça. Quand un enfant a élu une figure d'attachement et qu'il a mis à l'intérieur de lui cette certitude que cette personne va lui répondre, il ne peut pas en changer comme ça. Ce n'est pas possible. Un animateur de centre aéré, une tata lointaine qu'il n'a pas vue depuis plusieurs années ou plusieurs mois. Bref, ça ne peut pas devenir une figure d'attachement comme ça en l'espace de quelques heures ou de quelques jours. Si l'enfant doit s'attacher de nouveau à une personne, eh bien, cela prendra 9 mois. Elles sont hiérarchisées, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a la primaire, il y a la secondaire, il y a celles qui sont plus périphériques dans sa vie. Souvent, c'est la nounou à la crèche. Quoique, des fois, quand l'enfant passe plus de temps à la crèche qu'à la maison, eh ben, c'est possible que la figure d'attachement principale, ça devienne la nounou. Ça arrive. Néanmoins, elle est hiérarchisée, peu importe, ce n'est pas forcément papa, maman, ce sont les personnes qui vont répondre le plus souvent et de façon la plus adéquate. Elles ne sont pas plus importantes, elles sont seulement hiérarchisées. Et la réponse adéquate, c'est vraiment une des dimensions qui vient définir la figure d'attachement. Alors là, moi, c'est la définition, là je colle vraiment je colle au modèle de John Bowlby, qui est le père de la théorie de l'attachement. Mais par rapport à cette notion de la réponse adéquate, moi j'y mettrais un petit bémol par rapport à ma pratique. C'est-à-dire que
et par rapport à la littérature en général, l'enfant, il peut s'attacher même à des personnes, même à des figures d'attachement qui sont maltraitantes, et donc qui n'ont pas cette réponse appropriée et adéquate. C'est là que je me dis, ok, dans la théorie, il est question de réponse appropriée, mais non, dans les faits, dans la réalité, un enfant va engager un lien d'attachement significatif, même à une personne qui va le négliger ou qui va lui faire du mal. C'est pour ça qu'on retrouve, notamment à la pouponnière, des enfants qui sont placés. Ils sont très attachés à leurs parents, même si leur vie est en danger. Donc voilà le petit bémol que je mettrais par rapport à la théorie. Si John Bowlby était là, je taperais bien la discute des fois avec lui quand même. Mais bon, voilà, c'est fait pour évoluer. La notion de base de sécurité est aussi une notion fondamentale dans la théorie de l'attachement. La base de sécurité, c'est le nom qui a été donné pour signifier, pour définir que il y a un mouvement en pétale et un retour à la base nécessaire pour construire un sentiment de sécurité. C'est-à-dire, c'est pas rester à la base de sécurité, c'est pas rester près de sa figure d'attachement qui va créer la confiance en soi, la stabilité du lien. C'est un aller-retour entre exploration et retour à la base. Exploration et retour à la base de sécurité. Il y a un mouvement naturel chez l'humain qui vise à revenir à la base, près de la figure d'attachement, se sécuriser, se rassurer, mettre à l'intérieur de lui la certitude qu'on va lui répondre. Mais son travail au petit, à l'humain, c'est d'explorer, c'est d'aller voir le monde, d'aller apprendre, de regarder à l'intérieur de lui, d'aller voir les autres, voyez, et de revenir à la base. Cette diapo, je l'ai bâtie pour que on puisse utiliser ce dessin. C'est une représentation graphique qui est utilisée par ces trois messieurs aux États-Unis, Hoffman, Cooper et Powell, trois thérapeutes aux USA qui ont créé un dispositif de soutien à la parentalité et qui ont créé ce schéma des mains ouvertes que vous voyez ici à gauche. C'est l'endroit de la base de sécurité. La figure d'attachement est ici. Le parent est ici avec les mains ouvertes. Les mains ouvertes signifient tu es le bienvenu, tu peux revenir vers moi, quel que soit ton état, je t'accueillerai. Mais la figure d'attachement, elle a les mains ouvertes, elle est dans une position d'accueil quasi inconditionnelle, mais son travail, c'est aussi de pousser à l'exploration. Soutenir à l'exploration. Accompagner l'énergie de l'enfant qui a envie de s'éloigner. Et de garder les mains ouvertes pour dire, dès que tu as besoin, ou lorsque j'estime que tu es trop loin ou que tu es en danger, moi, mon travail, c'est de te ramener à la base. Dans ce dispositif de soutien à la parentalité, les parents sont placés dans une petite cour ou dans une salle avec des jeux et des jouets. Ils sont filmés et ensuite, ils repassent la vidéo aux parents pour mettre en évidence, et c'est très, très concrètement observé, pour mettre en évidence ce va-et-vient naturel, ce mouvement en pétale qui grandit qui s'élargit avec l'âge de l'enfant et avec les capacités motrices et relationnelles de l'enfant. Mais ce va-et-vient, il est observable, il est quantifiable, et c'est une dimension relationnelle fondamentale pour que le petit mette à l'intérieur de lui cette certitude que quelqu'un est là pour lui et qu'il peut se reposer, s'apaiser, se sentir en sécurité. Ça vous va? Ça vous parle, tout ça? Ouais?
John Bowlby utilisait la métaphore du porte-avions. Ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans la littérature assez facilement. Et moi, j'aime beaucoup la métaphore du porte-avions. Vous connaissez, pour certains? Oui, non, oui, il y a beaucoup de noms. Vous voyez, il y a le porte-avions, c'est la figure d'attachement. L'avion, le petit avion, c'est le bébé, c'est l'enfant qui grandit. Son boulot, au petit, c'est pas de rester sur le porte-avions. Son boulot, petit avion, c'est de partir en mission. Hein, ce qu'il a envie, lui, c'est de vivre l'aventure, c'est d'aller voir un petit peu au large ce qu'il y a, s'il y a des îles, non loin de là. Mais néanmoins, le petit avion se sentira certainement plus en sécurité, plus confiant à partir à l'aventure, s'il sait qu'il y a le porte-avions qui est là, qui lui donne la météo, qui lui dit « T'inquiète, vas-y, le ciel est dégagé, tu peux y aller, il n'y a pas de danger. Je te préviens si la météo se gâte, ça veut dire je te préviens s'il y a un danger pour toi, voire même je te ramène. Tu peux y aller. Si tu n'as plus de jus, je te préviens et tu reviens, ou de toi-même tu reviens et tu seras accueilli, quel que soit ton état délabré de petit avion, etc., qu'après la foudre, bref, ton retour à la base de sécurité porte-avions se fera quelles que soient les conditions. Vous imaginez bien, dans ces conditions-là, que le petit avion, lui, il se sent en pleine possession de ses moyens pour s'envoler et partir à l'aventure. Imaginons la situation où le petit avion part en mission et le porte-avions disparaît. Et là, on imagine le stress, la panique, et si j'ai plus de jus, et si la météo se gâte, et si j'ai besoin de revenir me poser, qu'est-ce que je fais? Alarme, système d'attachement activé, stress, besoin de régulation, et le petit avion, le bébé, l'enfant, n'est pas suffisamment équipé pour se réguler, et là, le crash est inévitable. Donc la désorganisation, c'est-à-dire cette situation où l'enfant peut se retrouver dépassé par sa capacité d'adaptation. La situation ne relève plus de sa compétence, en fait. D'où la nécessité, pour qu'un petit avion parte en mission en toute sécurité, qu'il ait toujours la certitude que le porte-avions veille, non loin de là. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une question de balance, c'est une question d'équilibre. Le lien d'attachement, c'est pas... Le travail du lien d'attachement, c'est pas de maintenir l'enfant près de sa base de sécurité, tout près de sa figure d'attachement. C'est pas ça. Le travail du lien d'attachement, c'est d'assurer cet équilibre, cette balance entre système d'attachement activé, désactivé, c'est-à-dire alarme, j'ai besoin d'un secours, ouf, j'ai ce secours, je désactive mon système, je m'apaise, l'homéostasie, elle est là en bas, l'alarme, elle est dans le système activé. Et de l'autre côté du schéma, vous voyez, de l'autre côté de la balance, il y a l'exploration. C'est-à-dire que le travail du lien d'attachement, c'est de permettre la régulation émotionnelle qui va permettre à ce que l'exploration soit possible. C'est lorsque l'enfant est dans un état émotionnel bas, tout à fait gérable, qu'il est dans les meilleures conditions pour explorer son monde et son environnement. Les apprentissages, les relations, apprendre la motricité et même l'exploration de son monde intérieur. Se poser des questions, rêvasser, faire des expériences, observer. Et la théorie de l'attachement nous montre que lorsque le système d'attachement est activé, c'est-à-dire que l'enfant est en stress et parcouru par des émotions négatives trop fortes, sa capacité d'exploration est entravée.
il ne peut pas apprendre, il ne peut pas se tourner vers des apprentissages relationnels. Il faut s'occuper des émotions négatives de l'enfant, ramener l'enfant à un niveau d'émotions négatives bas pour lui permettre de récupérer sa capacité d'exploration. Mais ça concerne l'enfant, mais nous sommes tous concernés par cette balance. Nous avons tous à l'intérieur de nous une balance, alors plus ou moins équilibrée en fonction de notre histoire, mais nous avons tous besoin de retrouver un état émotionnel facile à gérer pour pouvoir nous tourner vers des apprentissages, écouter quelqu'un, ne serait-ce que faire un voyage, avoir des idées, des projets. Lorsque nous sommes en stress, je suis sûre que vous l'avez déjà expérimenté, lorsque nous sommes en stress, nous avons beaucoup de mal à nous tourner vers l'extérieur, comprendre, lire, s'intéresser aux autres. Notre exploration est entravée, à nous aussi. Le caregiving. Donc le lien d'attachement, c'est le lien qui part de l'enfant vers le parent, vers la figure d'attachement, la personne qui concrètement répond au comportement d'attachement de l'enfant. Du côté du parent, du côté de la figure d'attachement, on va parler de caregiver, celui qui donne le soin. Caregiver, caregiving. C'est la réponse de la figure d'attachement face aux besoins d'attachement de l'enfant. Le 9 novembre, nous allons faire un zoom sur cette dimension du caregiving en visio, hein, c'est ça. Et j'aurai l'occasion de pouvoir développer tout ce que je vous présente de façon très superficielle là, maintenant. Il y a 4 dimensions qui viennent définir le caregiving, donc les actes de la figure d'attachement en direction de l'enfant pour répondre à ses besoins d'attachement. La première dimension, c'est la sensibilité. Tout ce qui est du côté du repérer le signal, voir la détresse sur l'enfant, sentir en soi se représenter vraiment émotionnellement ce que l'enfant peut ressentir et y répondre, interpréter de façon appropriée et répondre et s'engager dans la régulation des émotions de l'enfant. Ça, c'est l'aspect sensibilité. La proximité, c'est le deuxième aspect, la deuxième dimension du comportement du caregiver. La proximité, c'est le mouvement physique du parent, de la figure d'attachement, pour se rapprocher de l'enfant. Mais la proximité, c'est aussi se sentir proche de cet enfant, se sentir le comprendre, pouvoir se projeter dans sa peau et se dire mais oui, à ta place, moi aussi je vivrais les choses comme ça. En effet, je ne suis pas à ta place, mais si j'y étais, je ressentirais certainement quelque chose de comme ci ou de comme ça. Vous voyez, c'est ça aussi la proximité, c'est la proximité psychologique. L'engagement, le caregiver va mobiliser à l'intérieur de lui la dimension de l'engagement, c'est-à-dire la certitude qu'il a un rôle à jouer de spécifique vis-à-vis de cet enfant. Le rôle spécifique, on va le retrouver par exemple dans la... est-ce que le caregiver connaît l'enfant? Est-ce qu'il connaît son développement psychomoteur? Est-ce qu'il ajuste l'environnement de l'enfant pour le suivre dans son évolution? Est-ce qu'il est au courant des soins à lui apporter, des vaccins? Voilà, c'est toute la dimension de l'engagement et du côté de la connaissance de cet enfant au quotidien. La réciprocité, c'est une dimension aussi importante du caregiving. La réciprocité, c'est
ce moment relationnel où il va y avoir une espèce de ping-pong, un aller-retour. C'est-à-dire que la réciprocité, c'est cette dimension que le parent mobilise pour se dire, tiens, mais cet enfant, c'est un enfant particulier, c'est cet enfant-là, c'est pas tous les enfants qui sont comme lui. Il a un tempérament particulier, je le connais, il a une sensibilité, il est comme ça. Son frère ou sa sœur ou cet autre enfant n'est pas pareil, il n'a pas les mêmes goûts, ni les mêmes préférences, ni le même caractère. La réciprocité, c'est vraiment la prise en compte de cet individu-là. Cet individu-là. Mais c'est aussi me faire prendre en compte, moi, figure d'attachement. Je ne suis pas n'importe quelle figure d'attachement, je suis une personne particulière. J'ai des préférences, il y a des choses que j'aime pas aussi. Et c'est se faire connaître à l'enfant aussi, dans cet aller-retour. C'est une connaissance singulière et réciproque. Et donc on aura l'occasion de développer ces dimensions-là, au mois de novembre. Le caregiving sécurisant, c'est dans la relation au caregiver qu'il y aura reconnaissance et régulation des émotions négatives. Le sentiment de sécurité, il vient de la possibilité de mettre dans la relation, de faire vivre, de faire circuler dans la relation les émotions négatives, les émotions désagréables, qu'elles soient intenses ou faibles. Mais c'est vraiment la possibilité de mettre dans cet espace relationnel ces émotions négatives pour qu'elles soient prises en charge, reconnues, régulées et apaisées. C'est pour ça d'ailleurs que en janvier, on va faire un chapitre très développé sur la gestion des conflits. Parce que la gestion des conflits, c'est la dimension relationnelle où il y a forcément des émotions négatives. Et le conflit, c'est le moment de la vie relationnelle où il faudrait justement avoir un peu de méthodo, avoir un peu de méthode, s'y arrêter dans le conflit. Le conflit, ça a du bon. Le conflit a du bon lorsqu'on n'y fait pas n'importe quoi. Quand on s'engage à faire circuler quelque chose et à réguler les émotions négatives qui sont forcément présentes. Alors voilà un terme un petit peu compliqué. Les stratégies adaptatives. L'enfant, dans la construction de ce lien, il aura affaire à différentes figures d'attachement qui n'auront pas les mêmes manières de répondre. Il est malin, le gamin, parce qu'il se dit, et puis il va vivre dans les interactions quotidiennes, et il va faire une conclusion de, bon alors, pour avoir la proximité et l'attention de ce parent-là, de cette figure d'attachement-là, il faut que je m'y prenne comme ça. Avec cette autre figure d'attachement, ça ne marche pas, il faut que je fasse autre chose pour avoir la certitude qu'il va me répondre comme il faut. Et les stratégies adaptatives, c'est la stratégie qu'il va utiliser pour favoriser la prise en compte de la figure d'attachement à son égard. Ça fait comme des plans en fait. J'ai un plan. J'ai un plan pour garantir la proximité de ma figure d'attachement. Il va construire une stratégie adaptative, cet enfant, en 9 mois, sur la base des interactions quotidiennes. Maman, pour qu'elle vienne, il faut que je m'y prenne comme ça. Papa, pour qu'il vienne, il faut que je m'y prenne comme ça. Nounou, pour qu'elle vienne, il faut que je m'y prenne comme ça. Il bâtit des stratégies. Et il va y avoir à l'intérieur de lui une stratégie dominante. Au final. Toujours, la stratégie, c'est vraiment le moyen, le meilleur moyen qu'a trouvé l'enfant
pour garantir la proximité de sa figure d'attachement. Comment la maintenir? Comment la faire revenir? Et comment la maintenir ici? Ma survie en dépend. Il faut qu'il me régule. Il faut qu'il soit là pour répondre à mes besoins de régulation et de sécurité. Donc, selon les réponses de l'entourage, jour après jour, cela aura créé chez l'enfant de la sécurité, de l'insécurité et des moments de désorganisation éventuellement. Alors voilà de façon un petit peu imagée les différentes stratégies adaptatives. Ces petites îles, ça n'a rien de théorique. C'est moi qui ai utilisé un petit moyen visuel pour que vous puissiez vous souvenir le plus facilement possible de ce que ça veut dire une stratégie adaptative sécure. L'enfant est en détresse, il lance un SOS face à un danger. Et le SOS est proportionnel au danger. Dans la sécurité, dans le sentiment de sécurité, l'enfant a mis à l'intérieur de lui cette certitude qu'il avait le droit d'exprimer son besoin, qu'il avait la certitude, il a la certitude qu'il peut exprimer son stress, son désarroi, à la hauteur équivalente de ce qui lui arrive. Il n'a pas besoin d'en faire des caisses, parce qu'il sait qu'on va lui répondre. Donc, il a peur, il réclame, il a la réponse. Le danger, la peur, est proportionnel au signal de SOS qu'il envoie à sa figure d'attachement. Du côté de l'insécure évitant, c'est une stratégie adaptative qui est un peu moins régulatrice, c'est-à-dire l'enfant n'apprend pas aussi bien à réguler ses émotions négatives dans l'espace de la relation. Le danger, toujours de la même proportion, mais voyez, le SOS, il est effacé. C'est-à-dire qu'il va envoyer un petit signal de SOS, moins que l'intensité du danger tel qu'il la ressent. On appelle ça des stratégies insécures évitant. C'est le nom qui a été donné dans la théorie. Cela correspond à cette situation où l'enfant il se dit « Bon, j'ai un stress, mais pour obtenir la meilleure réponse de ma figure d'attachement, il faut que je lui communique mon stress, mais juste une toute petite partie, à toute petite dose. Parce que si c'est trop fort, ma figure d'attachement me rejette. » D'accord. La stratégie adaptative de l'insécure évitant, eh bien, elle se sera construite parce que l'enfant aura compris que sa figure d'attachement n'est pas très à l'aise avec les émotions négatives. Et que donc, il faut les confier à l'adulte, mais pas trop. Donc, il minimise le signal. Le stress est toujours aussi important, mais le signal est plus petit. C'est-à-dire que lorsque l'on teste l'enfant, on prélève de la salive, on va retrouver exactement la même dose d'adrénaline et de cortisol qu'un enfant sécure qui aura donné un signal conséquent correspondant à son niveau de peur. À stress égal, le signal est plus petit. La troisième stratégie adaptative qui a été mise en évidence à travers les observations expérimentales, c'est l'insécure ambivalent résistant. On retrouve toujours le même danger, l'aileron de requin. Le SOS est exprimé, mais le SOS est exprimé très fort, très fort, très fort. Signal, signal, alarme, alarme. Je ne sais plus si j'en ai encore un autre. Bref, l'enfant, sur la base de ses expériences relationnelles quotidiennes, il a compris que pour avoir une réponse de l'adulte, il fallait en faire des caisses.
Parce que sinon, ben, il n'est pas sûr que l'adulte ait compris. Donc, ça ne veut pas dire que le stress, la peur est plus importante. Vous avez vu le niveau de stress symbolisé par l'aileron est toujours le même, mais le signal, lui, prend des proportions phénoménales. Ce sont des enfants qu'on va avoir beaucoup de mal à consoler, qui vont mettre beaucoup de temps à se réguler. Vous savez, les enfants on a réparé, on a mis le pansement, on a fait le bobo, on a fait le bisou qui soigne, on a pris doudou, on a câliné, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore rester. C'est l'enfant qui aura besoin de s'accrocher. Alors là, pour le coup, il a du mal à quitter le porte-avions. Parce qu'il est tout tremblant à l'idée de quitter le porte-avions. Donc le danger n'est pas plus fort, mais le signal est augmenté. Pas tout. Les trois stratégies adaptatives principales sont celles-ci. Je vous parlerai brièvement de la désorganisation psychique juste après. Mais bien évidemment que ces stratégies adaptatives vont avoir une influence sur la perception du monde. Si à l'intérieur de moi, j'ai la certitude qu'en cas de problème, on va me prendre en compte, je vais voir le monde d'une certaine manière. Si à l'intérieur de moi, j'ai la certitude que je ne dois pas me plaindre, que je ne dois pas m'exprimer en cas de danger, je vais peut-être avoir une perception du monde différente. Si à l'intérieur de moi, je me dis, oh là, mais moi j'ai vécu de sources sûres, qu'il fallait que j'augmente le signal un maximum pour être sûr qu'on m'entende bien, quoi, pour être sûr qu'on me prenne en compte, eh bien je vais percevoir le monde d'une autre manière. Je vais avoir un sentiment d'estime de moi aussi différente en fonction de ma stratégie adaptative. Cela va influencer les certitudes quant aux réponses et aux réactions de l'entourage. Vous savez, ces phrases qui disent « mais de toute façon, je suis sûre que », je suis sûre qu'on ne me répondra pas, ou je suis sûre qu'ils s'en foutent, ou je suis sûre que. Influence également les capacités à réguler les émotions négatives. Et influence la manière de chercher un secours interpersonnel. En fonction de la stratégie adaptative que l'on a mis à l'intérieur de soi, on ne va pas avoir les mêmes modalités de recherche de secours. L'insécure évitant va plutôt rester dans son coin et nier son besoin. L'insécure ambivalent résistant va plutôt suractiver le signal et sursolliciter sa figure d'attachement perpétuellement pour demander une régulation. On ne sait jamais. Le doute règne quant à la disponibilité de la figure d'attachement. Et du côté de la stratégie adaptative sécure, il y a une espèce de proportion assez égale, assez stable, et cette certitude que l'enfant le vaut bien, qu'il est reconnu, qu'il est pris en compte. Il n'a pas de doute par rapport à ça. Donc il a une meilleure capacité de régulation émotionnelle qui prend place à l'intérieur de lui. Les deux autres insécures seront un peu moins compétents dans leur capacité régulatrice. L'évitant, ça ne se voit pas. Et l'ambivalent résistant, ça s'impose. Mais ce n'est pas plus régulateur, ni l'un ni l'autre. Un petit détour du côté de la désorganisation psychique pour que vous sachiez tout simplement que ça existe, juste à travers deux images. Là, dans les études qui ont été menées par John Bowlby et ses partenaires, il y avait
un groupe d'enfants qui était inclassable pendant un certain nombre d'années. Et puis, parce qu'en fait, ils n'avaient pas de stratégie construite. Ils semblaient ne pas avoir un comportement prévisible dans leur recherche de régulation. La stratégie sécure, ou insécure évitant, ou insécure ambivalent, même si pour les deux insécures, ce n'est pas très régulateur, c'est quand même construit. Il y a une stratégie. Donc on n'est pas du domaine de la... On va le dire tout à l'heure d'ailleurs, on n'est pas dans le domaine de la pathologie. Ça fonctionne. C'est une bonne stratégie. Elle n'est pas très régulatrice, mais c'est une bonne stratégie. Pour le cas de la désorganisation psychique, eh bien, l'enfant, à travers les expériences relationnelles répétées, n'arrive pas à construire un schéma relationnel stable. Il essaye un truc, et puis un autre, et puis un autre, et puis il n'y a rien qui marche. En tout cas, les solutions relationnelles ne sont pas régulatrices et ne fabriquent pas de sécurité à l'intérieur de lui. Donc, cette image pour vous représenter que dans le cas de la désorganisation psychique de l'enfant, c'est-à-dire cette impossibilité de trouver un moyen interpersonnel de régulation émotionnelle, eh bien, l'enfant est en fin de compte effrayé par la personne qui doit prendre soin de lui. Donc c'est une situation impossible. La personne qui doit me rassurer me fait peur. C'est typiquement ce qui crée de la désorganisation psychique, ces situations où l'enfant est débordé par sa capacité d'adaptation. Il n'a pas de moyen de trouver une solution régulatrice et apaisante. Donc il ne construit pas de capacité de régulation à l'intérieur de lui. Une autre image pour pouvoir symboliser ce cas de désorganisation, c'est le dessin de la petite Sophie dans un livre que j'ai trouvé vraiment très très bien. Le monstre, c'est elle. Mais le petit personnage là en bas à droite qui est tout petit et tout coincé, ben c'est elle aussi. C'est-à-dire que c'est les situations émotionnelles, psychiques, où l'enfant se retrouve effrayé par son propre monde intérieur. Il a peur de ce qu'il ressent. Il a peur de ce qu'il est. Il a peur de ce qu'il produit chez les autres. Il se croit responsable des réactions de ses parents ou de ses figures d'attachement. Ça vous amène des pensées, tout ça? Ouais. Parce qu'il fallait que je fasse plusieurs clics. La sécurité de l'attachement est un facteur de protection. On a plus de chances d'être compétent dans la gestion de sa personne lorsqu'on a une sécurité d'attachement. C'est ça que ça veut dire. L'insécurité est un facteur de risque. On a plus de difficultés à tisser des liens stables, à être dans la régulation de ses propres émotions. On a plus de difficultés à se lancer dans l'exploration, ou au contraire à chercher la sécurité, à revenir à la base. Mais on n'est pas du côté de la pathologie, pas du tout. Du moment qu'on n'est pas dans la désorganisation psychique, on n'est pas dans la pathologie. Ce sont des modalités existentielles. C'est, comme je disais en début de cette conférence, c'est un lien d'attachement qui va prendre une couleur particulière, qui va se fabriquer d'une certaine manière. Mais un lien d'attachement plutôt insécure, ça n'empêche pas de vivre, ça n'empêche pas de grandir. Ça donne juste une teinte particulière à sa façon de fonctionner et à sa façon de rentrer en relation. Lien d'attachement, vie et transformation.
Bien évidemment que le type de lien que l'enfant va construire avec ses figures d'attachement quotidiennes, ce lien, il va le mettre à l'intérieur de lui et ça va rester. Vous portez tous, nous portons tous à l'intérieur de nous la trace du lien d'attachement précoce que nous avons tissé. Mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, qu'on y reste coincé. Ça, c'est une bonne nouvelle, des fois. Le lien d'attachement, on le garde à l'intérieur de soi tel qu'on l'a vécu de façon précoce. Mais heureusement, les expériences quotidiennes que l'on a à travers la vie vont permettre à ce lien de se diversifier, de se complexifier, de se compléter, voire même de se réparer. On va passer par l'adolescence, la vie adulte, la notion de l'affiliatif et juste un petit détour sur le cas du conflit, mais on y reviendra de façon conséquente au mois de janvier. Vous le savez, l'enfant, à un moment donné, prend de la distance par rapport à ses figures d'attachement et se dirige vers ses copains, ses copines, ses pairs, en fin de compte. C'est la période de la vie, alors là, elles ont quoi? Elles ont 8, 10 ans, 12 ans. C'est la période pendant laquelle l'enfant va se tourner vers ses semblables, des enfants du même âge, grosso modo, souvent de même sexe d'ailleurs à cette époque-là de la vie. Et c'est plus à la figure d'attachement forcément qu'on va se confier. C'est plus à la figure d'attachement principale, originelle, que l'enfant va en appeler à la régulation émotionnelle ou à la sécurité. Il va se diriger vers les copines, vers les copains, pour confier ses soucis, pour confier ses tracas de la vie. C'est le début de l'amitié. Et ça évolue à l'adolescence, là de façon encore plus marquée, et ça se diversifie. C'est la bande de copains. C'est l'âge où vous voyez vos adolescents qui vont se diriger vers leurs potes plutôt que leurs parents pour dire quand ils ont un pépin, quoi. C'est-à-dire que le porte-avions, il reste toujours là, mais c'est un petit peu comme si, à côté du porte-avions principal, il pouvait y avoir l'ébauche d'autres porte-avions. Un porte-avions qui concerne le groupe de copains, en fin de compte. Néanmoins, en cas de coup dur, eh bien, c'est pas vers les copines qu'on va se diriger, c'est pas vers la bande de copains. En cas de coup dur, quand même, l'adolescent reviendra toujours vers le porte-avions principal. Si cette figure d'attachement a eu les réponses les plus appropriées, les plus adéquates et les plus sécurisantes. J'ai représenté ce schéma parce que dans la vie, on peut être amené, même si à l'origine, dans les relations précoces, un enfant, un individu a pu avoir une stratégie plutôt évitante, c'est-à-dire pas très à l'aise avec ses émotions négatives, qui exprime très doucement son signal de détresse et son besoin de régulation. L'individu a pu avoir une stratégie initiale évitante, mais néanmoins, un peu comme cette flèche-là qui parcourt sous forme d'un curseur, voyez, peut néanmoins se diriger un peu plus vers la sécurité en fonction des expériences relationnelles qu'il vit à travers les années. Vous avez certainement en tête une relation significative avec une amie, un ami qui a duré longtemps, donc significatif d'un point de vue du temps, et qui vous a permis de gagner en sécurité relationnelle. Ça peut être un ami, ça peut être une autre personne, ça peut être un prof ou un éducateur sportif qui a vraiment pris beaucoup de place dans votre vie.
Et cette expérience relationnelle significative et qui a duré a très bien pu transformer vos modalités de sécurité et vous diriger un peu plus vers la sécurité. J'aurais pu mettre le curseur du côté de l'ambivalent. La stratégie adaptative a très bien pu se construire plutôt du côté ambivalent, c'est-à-dire sur information du signal, et avec les expériences relationnelles diverses de la vie, se sécuriser en fin de compte petit à petit. D'où cette idée de curseur que je trouve intéressant à garder en tête pour se dire que on peut jusqu'à la fin de notre vie façonner, transformer, enrichir notre histoire d'attachement et notre lien d'attachement. Bowlby disait « L'attachement, c'est du berceau à la tombe ». On a toujours l'occasion de transformer en soi quelque chose de notre lien précoce. Un petit tour du côté du conflit. Comment est-ce qu'on rentre en conflit si on a plutôt une stratégie évitante, selon vous? Je ne me sens pas très à l'aise avec mes émotions négatives si je suis évitant. On fuit. Oui, on fuit le conflit, on l'évite. Est-ce qu'on dit quand on est fâché? Eh ben, on ne va rien dire, on va éviter le sujet, on va détourner, etc. Voilà, vous avez compris. Tout à fait. Alors voilà quelques propositions. Quel conflit? Pas de conflit, pas de problème. On est forcément perdant, ça c'est une croyance que peut avoir en lui la personne qui a construit un lien insécure évitant. Il évite toute situation où les émotions négatives pourraient s'exprimer. Eh bien oui, il n'est pas très à l'aise avec les émotions négatives. Donc tout ce qui va provoquer de l'inconfort, des frictions, des incompréhensions, vont être dans la mesure du possible évitées. Il aborde les solutions de façon purement pragmatique. C'est yaka, faucon. Faisons comme ci, faisons comme ça. Il n'y a pas de problème, n'en parlons même pas, mais faisons comme ça. Opératoire. Les plus à l'aise. Donc il ne dit pas son désaccord. Il regarde et écoute ceux qui négocient et argumentent. Il va se tenir loin du débat et il va observer. Ça ne veut pas dire qu'il en pense moins. Hein. Il aurait des choses à dire. Hein. Mais mieux vaut veiller par la distance, c'est plus sûr. Donc il reste en retrait, même s'il a des choses à dire. Il nie ses ressentiments et il agit sans parole. Une personne qui est plutôt évitante va faire ce qu'il a à faire, mais ne va pas faire de grands discours là-dessus, et surtout pas sur ses émotions négatives. Ni celles des autres d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il peut être amené à se dire? Si je m'exprime négativement, ça va barder pour moi. Il l'a appris dans son histoire d'attachement, que ça bardait s'il s'exprimait de façon négative. Mieux vaut se taire et attendre. C'est encore le meilleur moyen de rester intégré, c'est de ne rien dire. Il a appris ça. Hein. La meilleure façon de maintenir la proximité des gens, c'est de ne pas trop se manifester émotionnellement parlant. On verra bien. Ouais, voilà. Il esquive. Il ne traite pas le problème. Ou ne va pas être très à l'aise à le faire. Comment on vit le conflit quand on est du côté de la sécurité? Eh ben, on envisage le conflit comme une situation intéressante, parfois nécessaire. Parlons-en du conflit. On n'est pas d'accord, voyons voir. Conçoit le conflit comme l'occasion d'échanger les points de vue et de mieux se connaître. Et les émotions négatives ont leur place. S'ajuster dans la vie, c'est normal. Ouais. On retrouve cette certitude que il va être accueilli, que l'autre va être accueilli de façon inconditionnelle. T'es pas d'accord? Ok, on en parle. T'es fâché? Ok, on en parle. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Les émotions peuvent être très fortes, mais par contre, elles sont tolérées, elles sont acceptées. On va les connecter, on va les faire vivre à l'intérieur de la relation.
Et bien évidemment, on va chercher des solutions pour les réguler. Se sent autorisé à exprimer son point de vue, même s'il diverge de l'autre. Cherche à comprendre celui de l'autre. La valeur de soi ne disparaît pas dans le conflit. Ça, c'est vraiment un fondamental de l'estime de soi qui découle de la sécurité de l'attachement. C'est ma valeur ne bouge pas, même si je ne suis pas d'accord et même si nous avons des émotions négatives, même si nous sommes dans le stress, dans la colère, dans la rage, dans le chagrin, dans la tristesse. La valeur ne bouge pas. Ce n'est pas forcément très évident pour les deux autres, ce sentiment de valeur qui ne bouge pas. C'est jamais agréable de rentrer en conflit. Oui, hein, celui qui a une stratégie sécure, il ressent des choses très fortes. Il est éprouvé. Hein. C'est pas ouais, non, mais moi, les émotions négatives, trop facile. Hein. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est éprouvant quand même, les émotions, ça éprouve. Mais par contre, il faut le vivre. Il faut en parler. Il faut trouver des solutions ensemble. Allons-y. Au moins, les choses seront claires et on sera fixé. Mieux vaut se dire les choses comme on les vit. On avancera. Du côté de l'ambivalent, la situation conflictuelle est très angoissante. Mais paradoxalement, elle est très fréquente. On retrouve cette idée d'augmenter le signal, de maintenir l'activation des émotions négatives dans la relation. Les ruminations sont incessantes. La personne qui a bâti à l'intérieur d'elle une stratégie adaptative plutôt ambivalente, elle a du mal à réguler ses émotions. C'est toujours très, très foisonnant. Donc ça empêche de dormir, hein, forcément, ça empêche de vivre. Enfin, ça empêche de vivre. Ça empêche d'être tranquille, surtout, au quotidien. La peur de l'abandon et du rejet est importante. L'autre n'est pas digne de confiance. Le doute règne pour celui qui est ambivalent. Le doute règne, l'incertitude. Les émotions négatives sont débordantes, les peurs sont envahissantes. Les discussions sont sans fin. Il y a toujours un truc. Ah oui, parce que l'idée, c'est de maintenir la présence de l'autre, de le retenir. Ce n'est pas de réguler l'objectif, c'est de maintenir la proximité de l'autre. Donc des coups de fil intempestifs, longueur à la résolution. Autant du côté du sécure, la solution, elle va être... une fois que les émotions sont régulées, les solutions émergent de façon assez spontanée. Du côté de l'ambivalent, c'est laborieux, quoi. Il y a toujours un problème, il faut revenir. Ah ben non, ça ne va pas. Ah ben, la solution ne peut pas émerger. Elle ne peut pas être acceptée, parce que la régulation, elle est très compliquée, elle est très difficile. La confusion peut s'installer et les interprétations démesurées. Ça cogite là-dedans. Ça cogite beaucoup, parce que ça ne s'apaise pas. Et qu'est-ce que se dit la personne plutôt du côté de la stratégie ambivalente? Eh bien, mais qu'est-ce qu'il va penser et faire si je m'exprime? L'inquiétude règne par rapport à le simple fait de pouvoir dire « je ne suis pas d'accord, ça ne va pas, j'ai un problème, parlons-en ». Je vais forcément me faire rejeter. Ça, c'est cette certitude-là qui a été mise à l'intérieur de lui. Il me dit ça, mais je ne le crois pas. Il y a autre chose. Il ne me le dit pas. C'est sûr. Vous voyez, ça cogite. On va me haïr, au secours. Dans le couple, j'ai un très bon livre d'ailleurs à vous conseiller si ça vous intéresse ce sujet. Marc Pistorio est un psychologue français. Oh, français, dites. On est fiers. Hein. Est un psychologue français qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es ». Et c'est vraiment un bouquin très accessible. Et le premier chapitre
et consacré à la description assez fine, mais très simple, de la théorie de l'attachement. Si vous avez un livre à lire, avec bien sûr voilà, une tendance plutôt du côté du couple, eh ben, c'est Marc Pistorio. Alors ce que je vais présenter là, c'est un petit peu caricatural, bien évidemment, parce que les choses ne sont jamais aussi simples que sur un schéma en une page, bien évidemment, et surtout dans le couple. Mais grosso modo, à quoi ça va ressembler? La figure d'attachement se transforme, et notamment le conjoint, à un moment donné, devient la figure d'attachement. On laisse derrière soi ses parents, bien évidemment. Hein. Quand on a un problème et qu'on a 40 ans, on ne se dirige plus trop vers maman ou papa. Hein. On va se diriger souvent vers son conjoint. Ça devient la figure d'attachement. Mais comment est-ce qu'on régule un conflit dans le couple lorsqu'on est plutôt évitant? Eh bien, évitant, on va avoir du mal à se parler. Sécure, on va peut-être se dire les choses, hein. Peut-être que ça fait un peu mal, ça secoue un petit peu, mais pour le coup, il y aura une capacité de régulation qu'on va retrouver au sein du couple. Et puis du côté de l'ambivalent, eh ben, le problème c'est que ça, voilà, ça a beaucoup de mal à se calmer, quoi. Et pour le coup, le livre de Marc Pistorio est très intéressant parce qu'il nous permet vraiment en détail hein, de retrouver quelles sont les compétences qu'il est bon de développer dans un couple pour pouvoir gagner en sécurité. On peut très bien entreprendre la réparation d'un lien d'attachement ancien, abîmé, plutôt insécure. On peut très bien entreprendre dans la vie de son couple la réparation de ce lien. C'est-à-dire vivre au quotidien des expériences relationnelles qui sont empreintes de sécurité, de capacité de régulation. Et donc, petit à petit, réparer ce lien à l'intérieur de soi et glisser vers la sécurité. Ça ne se fait pas en 3 semaines. Hein. On aimerait bien, peut-être, mais... En bref, le lien d'attachement originel ne disparaît jamais totalement. Les expériences relationnelles des premières années de vie vont influencer l'image de soi, des autres, et dans ce rapport à ses émotions. Et l'histoire d'attachement peut être façonnée et réparée. Nous amorçons notre dernier chapitre hein, sur l'histoire, les origines et le dispositif expérimental. John Bowlby, Mary Ainsworth sont à l'origine de l'émergence de cette théorie. C'était dans le contexte de la guerre. L'avant-théorie de l'attachement, c'est l'éthologie. Bowlby s'est beaucoup inspiré de l'éthologie. Et ils ont construit un dispositif expérimental pour pouvoir observer très concrètement. Ils ont observé des centaines et des centaines d'enfants, des centaines et des centaines d'interactions entre enfants et parents, pour pouvoir en décrire la répétition. Vous reconnaissez peut-être John Bowlby. Dans la fin de sa vie, il est mort en 1990, Mary Ainsworth. Et le livre, les livres qu'ils ont commencé à écrire à l'époque de la guerre, c'était en Angleterre, lorsqu'il y avait les bombardements de la ville. Les autorités ont organisé l'évacuation des enfants de façon soudaine, rapide. Et John Bowlby, Mary Ainsworth et Winnicott aussi à l'époque, et Myriam David également, se sont attelés à écrire aux autorités pour dire « Faites attention,
il peut y avoir des conséquences, il va y avoir des conséquences chez les enfants, notamment de 0 à 3 ans principalement, du fait de ces séparations non préparées et indéfinies quant au temps, en fait. Ils avaient raison. L'éthologie, est-ce que vous connaissez Konrad Lorenz? Ouais. Et l'expérience avec les oies? John Bowlby s'est inspiré du travail de Konrad Lorenz sur l'empreinte. Konrad Lorenz avait fait éclore des œufs d'oies en sa présence. Il avait rejeté la mère oie et il avait remarqué que ces petites oies s'étaient attachées à lui et le suivaient partout. La notion de l'empreinte a été mise en évidence et John Bowlby s'en est inspiré. Harry Harlow a été aussi une inspiration pour John Bowlby. Vous connaissez cette expérience? La mère, il prenait des petits singes, des tout petits singes, des bébés singes, et il les mettait dans une cage en présence d'une mère en métal, mais qui donnait du lait, et d'une autre mère, entre guillemets, en chiffon, mais qui ne donnait pas de lait, pour voir combien de temps le petit allait rester sur l'une et sur l'autre. Sur laquelle le petit restait? La mère en tissu, la mère en coton, voilà. Donc il allait chercher la nourriture sur la mère en ferraille le temps de se rassasier, et hop, il passait tout le reste de son temps sur la mère en chiffon, mettant en évidence que la chaleur, le confort, l'enveloppement était primordial à sa survie. Pour finir, le dispositif expérimental monté par John Bowlby et ses collègues, une pièce, une caméra, voire 2, pour certains documents archives, des jouets, une petite fille, là pour le coup, c'est une petite fille, installée dans cette pièce avec des jouets. La mère a pour consigne de s'asseoir, de ne pas solliciter son enfant de quelque manière que ce soit. Et ce dispositif expérimental est fait pour faire monter le stress chez l'enfant. Bon, je sais, c'est pas très gentil. Et de faire monter le stress de façon graduelle. C'est-à-dire, le premier stress, c'est l'entrée d'une étrangère. Et on voit que cela a un impact sur cette petite fille qui va se rapprocher de sa base de sécurité, rien que par le fait que cette étrangère soit rentrée dans la pièce. La deuxième étape, pour faire grimper le stress de l'enfant, c'est de faire sortir la mère et de le laisser avec l'étrangère. La troisième étape, c'est de faire sortir l'étrangère et de laisser l'enfant seul, et d'observer, une fois que la mère revient, quel est le comportement de régulation de l'enfant. Nous avons abouti. Je vous ai mis quelques références sur cette dernière diapo. John Bowlby, Le lien, la psychanalyse et l'art d'être parent. C'est un livre drôlement sympa à lire. Le titre en français est une horreur par rapport au titre en anglais qui est The Secure Base, donc la base sécure. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ont fait un truc tarabiscoté comme ça, mais ils l'ont fait. Mais sachez que voilà, à l'intérieur, c'est du pur John Bowlby, c'est du pur base de sécurité et que ça se lit plutôt bien. Je vous ai mis Marc Pistorio, Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. Nicole Guédonnet, L'attachement à lien vital, à télécharger sur yakapa.be. C'est un tout petit livre, très accessible et très synthétique. Si vous avez envie de peaufiner un tout petit peu le sujet, c'est le livre qu'il faut télécharger. C'est extrêmement accessible. Blaise Pierre Imbert, qui est notre attachementiste local, il travaille en Suisse. Vous pouvez retrouver ses conférences sur YouTube.
Boris Cyrulnik, La biologie de l'attachement, YouTube, alors ça c'est un grand classique, hein, très très connu. Et Nicole Guédonnet qui a fait aussi une conférence il y a plusieurs années de ça. Maintenant ça commence un petit peu à dater, mais bon, voilà, Nicole, c'est que du bonheur de l'écouter parler de la théorie de l'attachement. Et vous tapez conférence de la pédopsychiatrie sur YouTube, Nicole Guédonnet, et vous trouvez 1h30 de conférence.